Absolument. Voici le script narratif complet, traduit et adapté en français, en respectant toutes les directives fournies. La localisation a été effectuée pour un contexte français, en préservant l'arc narratif complet, l'intensité émotionnelle, la structure, et en respectant la longueur requise. J'ai 67 ans et je viens enfin d'acheter la maison de mes rêves. Je m'appelle Agathe Hébert et j'ai travaillé dur toute ma vie pour m'assurer une belle vieillesse. Beaucoup de gens pensent qu'il est trop tard pour faire des changements à mon âge, mais j'ai toujours su que je voulais passer les dernières années de ma vie dans ma propre maison, avec un petit jardin où je pourrais cultiver des roses. Villeneuve est une petite ville où tout le monde se connaît. J'ai déménagé ici il y a 35 ans avec mon jeune fils après mon divorce. À l'époque, je pensais que ce serait temporaire. Mais le destin en a décidé autrement. J'ai d'abord trouvé un emploi d'institutrice à l'école maternelle, Les Poussins, à la périphérie de la ville. Le soir, je travaillais à temps partiel comme régulatrice pour une compagnie de taxi. Le salaire était modeste, mais suffisant pour louer un petit 3 pièces et nous nourrir. J'ai essayé de donner à Aubron tout ce dont il avait besoin. Des vêtements, des jouets, des livres. Je ne voulais pas qu'il se sente inférieur aux autres enfants. Chaque mois, je mettais de côté au moins un peu d'argent. Au début, ce n'était que de petites sommes, mais j'étais persévérante. Je me souviens de mes collègues qui riaient quand je refusais de sortir au café ou d'acheter de nouveaux vêtements. « Agathe, vis pour aujourd'hui », disait-elle. Mais j'avais un rêve, et j'étais déterminée à le poursuivre. J'avais une tirelire spéciale, un cochon en céramique qu'Aubron m'avait offert pour un de mes anniversaires quand il était enfant. Chaque soir, j'y jetais la monnaie qu'il me restait des courses. Elle se remplissait vite, et une fois par mois, j'emmenais l'argent à la banque pour alimenter mon compte épargne. Les sommes étaient petites, mais elles grandissaient d'année en année, me rapprochant de mon objectif. Quand Aubron a eu 12 ans, j'ai commencé à travailler comme femme de ménage le week-end dans un hôtel local. Mes mains étaient gercées par les produits de nettoyage et mon dos me faisait mal à cause du travail pénible, mais je ne me plaignais pas. Cet argent supplémentaire me permettait d'économiser davantage tout en subvenant aux besoins de mon fils. À 21 ans, Aubron est parti à l'université dans une région voisine. J'ai payé ses frais de scolarité, en me privant de tout. Mon rêve de posséder ma propre maison a dû être temporairement mis en attente. L'éducation de mon fils me semblait plus importante. Je voulais qu'il ait tout ce que je n'avais pas pu avoir. Aubron n'a pas terminé l'université. En 3e année, il a abandonné et a annoncé qu'il épousait une fille nommée Thérèse Blanchard. Ils s'étaient rencontrés à une fête et, 3 mois plus tard, ils ont décidé de se marier. J'étais contre, mais qui m'aurait écouté? Ils ont eu un mariage modeste sans ma participation. Je l'ai appris après coup, quand Aubron a appelé pour me dire qu'ils avaient besoin d'argent pour un apport sur un appartement. Thérèse s'est avérée être une jolie fille aux yeux froids. La première fois que nous nous sommes rencontrés, elle a jeté un regard évaluateur sur mon appartement et a pincé les lèvres. Maintenant, je vois pourquoi Aubron ne voulait pas que je vienne ici, a-t-elle dit. Je suis restée silencieuse, même si cela m'a fait mal de l'entendre. Ce jour-là, pour la première fois, j'ai remarqué que mon fils me regardait avec les yeux d'un étranger. Les années suivantes se sont écoulées en de rares et brèves rencontres pour les fêtes. Aubron et Thérèse vivaient dans une autre ville, et chaque visite était un défi pour moi. Ils ne restaient jamais chez moi, préférant louer une chambre d'hôtel. « C'est trop petit chez toi, maman », disait Aubron. Thérèse acquiesçait et ajoutait quelque chose sur son allergie à la poussière. J'ai continué à économiser de l'argent, mais maintenant pas seulement pour la maison, mais aussi pour les cadeaux des petits-enfants que je n'ai jamais vus. Thérèse a déclaré que les enfants étaient une trop grande responsabilité et qu'elle voulait vivre pour elle. Aubron soutenait sa femme, même s'il disait autrefois qu'il voulait une grande famille. Après 50 ans, j'ai obtenu une petite promotion à l'école maternelle et je suis devenue directrice adjointe. J'ai dû abandonner mon travail de régulatrice de taxi. Ma santé n'était plus ce qu'elle était, mais j'ai trouvé un emploi à temps partiel à la boulangerie locale où j'aidais à vendre des viennoiseries le week-end. L'argent n'était pas énorme, mais il remplissait mon compte en banque goutte à goutte. À 65 ans, j'ai pris ma retraite. À ce moment-là, j'avais assez sur mon compte pour un apport sur une petite maison. J'ai commencé à chercher et j'ai trouvé la perle rare. Une maison de plain-pied avec 3 chambres et un jardin dans un quartier calme de Villeneuve. Elle était vieille et nécessitait des réparations, mais le plus important, c'est qu'elle était dans mes moyens. J'ai rencontré une agente immobilière, une jeune femme énergique nommée Camille Roussel. Elle m'a montré plusieurs options, mais c'est cette maison de la rue des Ormes qui a immédiatement conquis mon cœur.
Elle avait été construite dans les années 50, avec de hauts plafonds, des parquets en bois et de grandes fenêtres donnant sur le jardin. L'arrière-cour était négligée, mais je pouvais voir son potentiel. On pouvait y planter un parterre de fleurs et un potager. La maison a besoin de travaux, m'a prévenu Camille. Mais les systèmes de base sont en bon état. Le toit a été refait il y a 5 ans. L'installation électrique a été mise à jour. La salle de bain et la cuisine sont démodées mais fonctionnelles. J'ai passé près d'1 heure dans la maison, parcourant chaque pièce, imaginant comment j'y vivrais. La chambre principale était spacieuse avec 2 fenêtres et un placard intégré. Les 2 autres chambres étaient plus petites mais tout à fait confortables. Un salon avec une cheminée que Camille m'a dit être en état de marche. Une cuisine avec accès à l'arrière-cour. Tout était exactement comme je l'avais rêvé. Je la prends, ai-je dit à Camille, sans même essayer de négocier. Le prix était juste, et la maison valait chaque centime. La paperasserie a pris quelques semaines. J'ai signé un prêt immobilier sur 15 ans. Avec ma retraite et mes petites économies, je pouvais me permettre les mensualités. Camille m'a aidé avec l'assurance et les autres formalités. Puis un jour, elle m'a remis les clés de ma nouvelle maison. Félicitations, Madame Hébert, a-t-elle dit avec un sourire. Bienvenue dans votre nouvelle maison. Je n'en croyais pas mon bonheur. Après tant d'années à économiser, à cumuler les petits boulots, à renoncer aux petits plaisirs, j'avais enfin une maison à moi. Un endroit où personne ne pourrait augmenter mon loyer ou me demander de quitter les lieux. Un endroit que je pouvais appeler mon chez-moi. Le déménagement n'a pas été facile. J'avais accumulé pas mal de choses au fil des années dans mon appartement de location, mais j'ai décidé de garder la plupart. La nouvelle maison avait besoin de nouveaux meubles, de nouveaux rideaux, de nouvelles vaisselles. Je ne pouvais pas me permettre de tout acheter d'un coup, mais ce n'était pas nécessaire. L'essentiel était que j'avais ma maison. La première nuit dans ma nouvelle maison, je n'ai presque pas dormi. J'étais allongée sur le matelas pneumatique dans la chambre principale et j'écoutais les bruits de la maison, le craquement du parquet, le léger bourdonnement du réfrigérateur, le bruissement des feuilles à l'extérieur. Tout était nouveau et un peu effrayant, mais en même temps, cela me remplissait de joie. J'étais enfin chez moi. Je me suis réveillée le matin avec les premiers rayons de soleil qui perçaient à travers la fenêtre. Je me suis préparé un café sur la nouvelle cuisinière et je suis sortie dans le jardin avec ma tasse. La rosée brillait sur l'herbe. Les oiseaux chantaient dans les branches d'un vieux pommier. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai senti le bonheur m'envahir. C'était mon jardin, ma terre, mon petit coin de paradis. Les semaines suivantes se sont passées à aménager la maison. J'ai peint les murs de couleur claire, acheté des meubles d'occasion mais solides dans un dépôt-vente, et accroché des rideaux que j'avais cousus moi-même. Chaque jour apportait de petites victoires. Une étagère installée, un robinet réparé, un parterre de fleurs désherbées. Je travaillais sans relâche, mais ce travail m'apportait du plaisir. Je créais ma maison, mon monde dans lequel je voulais vivre. Les voisins se sont avérés être des gens sympathiques. À gauche vivait un couple de personnes âgées, Édouard et Marthe Puy, qui habitaient leur maison depuis près de 40 ans. Ils ont été les premiers à venir faire connaissance, m'ont apporté une tarte maison et m'ont offert leur aide en cas de besoin. À droite, une jeune famille avec 2 enfants, les Boulangers. Monsieur Boulanger m'a aidé à réparer un robinet qui fuyait dans la salle de bain, et Madame Boulanger m'invitait souvent pour une tasse de thé quand les enfants étaient à l'école. Quand j'ai informé Aubron de mon achat, il a montré de l'intérêt pour ma vie pour la première fois depuis longtemps. Une maison. Une maison entière? Combien tu l'as payée? A-t-il demandé au téléphone. Je lui ai parlé de mes économies et du prêt que je comptais rembourser avec ma retraite. Mais maman, pourquoi as-tu besoin d'une si grande maison? Tu es seule. Il semblait perplexe. J'ai répondu que j'avais toujours rêvé d'avoir ma propre maison et que maintenant, je pouvais me le permettre. Aubron est resté silencieux un moment, puis a dit que lui et Thérèse viendraient certainement voir mon acquisition. Ils sont venus 2 semaines après mon emménagement. Sans prévenir. Ils ont juste appelé de la route pour dire qu'ils seraient là dans 1 heure. J'étais toute excitée. J'ai commencé à préparer des friandises, à faire le ménage. Même si la maison était déjà propre, je voulais faire bonne impression. Leur voiture, une berline argentée flambant neuve, s'est arrêtée devant le portail exactement 1 heure plus tard. Aubron est sorti le premier, a regardé la maison et a sifflé. Thérèse, dans une robe élégante et impeccablement coiffée, est sortie nonchalamment de la voiture, a mis ses lunettes de soleil et a regardé autour d'elle. Maman, c'est vraiment impressionnant,
a dit Aubron en passant son bras autour de moi. Il sentait l'eau de Cologne chère et la cigarette, bien qu'il ait toujours prétendu ne pas fumer. Thérèse m'a froidement effleuré la joue avec la sienne et m'a tendu un sac de fruits. On a acheté ça en chemin. C'est bio, a-t-elle précisé d'un ton qui suggérait que cela faisait une énorme différence. Je leur ai fait visiter la maison, leur montrant chaque pièce, leur expliquant mes plans d'aménagement. Aubron hochait la tête et posait des questions, tandis que Thérèse suivait en silence, touchant parfois les murs du bout des doigts comme pour vérifier la poussière. Quand nous sommes arrivés au jardin, Aubron a finalement demandé sans détour. Combien tu as payé pour tout ça? J'ai nommé le montant, et il a sifflé. Et où as-tu trouvé autant d'argent, maman? J'ai économisé toute ma vie, ai-je répondu. Un petit peu chaque mois, plus mon épargne retraite. Thérèse, qui était restée silencieuse jusque-là, s'est soudainement animée. Et les impôts fonciers et l'assurance? Tu y as pensé, Agathe? Bien sûr que j'y ai pensé. J'avais tout calculé au centime près, y compris les charges et les éventuels frais de réparation. Mais au lieu de dire cela, j'ai simplement hoché la tête et je les ai invités à table. Pendant le déjeuner, Aubron m'a posé des questions sur les voisins, le quartier, l'accessibilité des transports. Thérèse mangeait à peine, picorant sa salade avec sa fourchette et sirotant de temps en temps de l'eau. Quand j'ai suggéré qu'il reste pour la nuit, puisqu'il y avait 2 chambres d'amis, ils se sont regardés et ont décliné. Nous avons une chambre réservée à l'auberge, a dit Aubron. De plus, Thérèse a une visioconférence importante demain, et elle a besoin d'une connexion Internet stable. Je n'ai pas insisté. En les raccompagnant à la voiture, je me suis soudain sentie soulagée d'être seule dans ma maison. Un sentiment étrange pour une mère, mais je ne pouvais le nier. Aubron et Thérèse sont partis, mais leur visite a laissé une étrange sensation derrière eux. Je ne pouvais pas identifier exactement ce qui me dérangeait. Peut-être les trop nombreuses questions sur la valeur de la maison. Ou les remarques de Thérèse sur les impôts et l'assurance, comme si je n'étais pas capable de m'occuper de mes finances. Ou la façon dont Aubron regardait chaque pièce comme s'il en évaluait la valeur. Les jours suivants, j'ai essayé de ne pas y penser, me concentrant sur l'aménagement de la maison et du jardin. J'ai acheté des rosiers de différentes variétés et je les ai plantés le long du côté sud de la maison, là où il y avait le plus de soleil. J'ai planté un petit potager pour les herbes et les légumes. J'ai accroché une mangeoire à oiseaux sur un vieux pommier. Aubron appelait une fois par semaine, se demandant comment allaient les choses avec la maison. Il y avait une nouvelle note dans sa voix, du respect, et peut-être même de l'envie. Il parlait de son travail à l'agence de publicité, des projets de Thérèse, qui consistaient à concevoir des intérieurs pour des clients fortunés. Pas une seule fois il ne m'a demandé si j'avais besoin d'aide ou si j'avais du mal toute seule dans la grande maison. Tu sais, maman, a-t-il dit lors d'un de ses appels. Thérèse et moi pensons à acheter une maison. L'appartement devient étroit et le loyer ne cesse d'augmenter. C'est une bonne idée, ai-je répondu. Avoir son propre logement, c'est la stabilité. Oui, mais les prix sont si élevés maintenant, a-t-il soupiré. On aimerait avoir ton sens pratique et ta capacité à économiser. J'aurais pu lui parler des années de privation, de la façon dont je m'étais privée du strict nécessaire pour payer ses études et ses caprices, de mes 3 emplois pour qu'il ait tout ce qu'il voulait. Mais à la place, j'ai juste dit, ça commence modestement. Mettez un peu de côté chaque mois. Il a ri. Maman, ce n'est plus comme ça qu'on vit maintenant. Il faut profiter de la vie tant qu'on est jeune. En plus, nous avons notre propre style de vie. Tu le sais. Oui, je le savais. Leur style de vie incluait des restaurants chers, des vêtements de marque, des vacances 2 fois par an dans des stations balnéaires exotiques. Ils ne se refusaient aucun plaisir, croyant vivre l'instant présent. En même temps, Aubron me demandait régulièrement de l'argent, qu'il ne remboursait jamais. Notre relation avec mon fils a toujours été compliquée. Je l'aimais inconditionnellement, comme seule une mère peut le faire. Mais au fil des ans, je voyais de plus en plus clairement ses défauts. Son égoïsme, son habitude de vivre au-dessus de ses moyens, son incapacité à apprécier ce qu'il avait. C'était peut-être de ma faute. Peut-être que je l'avais trop gâté enfant, essayant de compenser l'absence de son père. Ou peut-être que j'avais trop travaillé et que je n'avais pas passé assez de temps à l'éduquer. Thérèse n'a fait que renforcer ses traits de caractère chez Aubron. Elle était ambitieuse et matérialiste. Pour elle, seuls les signes extérieurs de succès comptaient. Les choses chères, les lieux de vacances prestigieux, les bonnes connaissances. Elle me regardait de haut, dissimulant à peine son mépris pour mon style de vie modeste.
Pour elle, j'étais juste une vieille femme qui était en quelque sorte importante pour son mari, mais avec qui il n'y avait rien à dire. J'ai essayé d'ignorer sa froideur pour le bien d'Aubron. Mais à chacune de leurs visites, c'était de plus en plus difficile, surtout après que Thérèse a dit qu'il ne voulait pas avoir d'enfants. Ce fut un coup dur pour moi. J'avais toujours rêvé de petits-enfants, d'une grande famille réunie autour d'une table de fête. Mais Aubron et Thérèse avaient d'autres projets. Les enfants, c'est trop de responsabilités, disait Thérèse. Nous sommes encore jeunes. Nous voulons vivre pour nous. Et maintenant, dans ma nouvelle maison, je pensais que c'était peut-être mieux ainsi. J'avais mon propre monde, mon propre coin de bonheur que j'avais créé de mes propres mains. Peut-être que je ne devrais pas essayer de faire entrer dans ce monde des gens qui n'y ont pas leur place. Même si ces gens sont mon propre fils et sa femme. Cela faisait 3 mois que j'avais emménagé. La maison se transformait lentement, devenant confortable et habitée. J'avais appris à y naviguer les yeux fermés, je connaissais chaque craquement de parquet, chaque fissure sur les murs. C'était ma maison, mon refuge, ma forteresse. La journée commençait généralement de la même manière. Je me réveillais avec les premiers rayons de soleil qui perçaient à travers la fenêtre de la chambre. Je préparais tranquillement mon petit déjeuner, me faisais un thé, et je sortais sur la terrasse arrière avec ma tasse. Assise dans un fauteuil en osier, je regardais le jardin se réveiller, les fleurs s'épanouir, les oiseaux venir à la mangeoire, les gouttes de rosée scintiller sur les feuilles des rosiers. Après le petit déjeuner, je travaillais généralement au jardin, désherber, arroser, tailler. Mes roses avaient déjà commencé à fleurir, emplissant l'air d'un parfum subtil. J'avais planté différentes variétés, des rosietés, des floribundas panachés, pour qu'ils fleurissent tout l'été. À côté des roses, un petit potager, tomates, concombres, herbes aromatiques. Rien de spécial, mais assez pour me fournir en légumes frais. Les jours particulièrement chauds, je déplaçais le jardinage au matin ou au soir, et pendant la journée, je faisais le ménage ou je lisais des livres que j'avais longtemps voulu lire, mais pour lesquels je n'avais pas trouvé le temps. Parfois, j'allais à la bibliothèque municipale, où je m'étais lié d'amitié avec Monsieur Perrin, le vieux bibliothécaire. Il me recommandait des livres, et ses goûts coïncidaient presque toujours avec les miens. Le soir, je m'asseyais souvent sur la terrasse en regardant la vie de la rue. Des enfants à vélo, des voisins rentrant du travail. Des couples âgés faisant leur promenade du soir. Ma rue était calme et paisible. Tout le monde ici se connaissait et se saluait en se croisant. Parfois, ma voisine, Madame Puy, passait et nous nous asseyions ensemble pour discuter des dernières nouvelles de la ville et échanger des recettes. À cette époque, j'étais vraiment heureuse. Pour la première fois depuis des années, je vivais la vie que je voulais, sans avoir à m'adapter aux désirs et aux besoins de quelqu'un d'autre. Ma maison, mon jardin, mes livres, mes voisins. Toutes ces choses créaient un sentiment de plénitude que j'avais tant manqué auparavant. Bien sûr, parfois Aubron me manquait. Je me souvenais de son enfance, des moments où nous avions été vraiment proches. Mais notre relation actuelle laissait beaucoup à désirer. Il appelait rarement, principalement quand il avait besoin de quelque chose. Nos conversations devenaient plus courtes et plus formelles. Je sentais que nous nous éloignions, mais je ne savais pas comment y remédier. Le jour où tout a changé, j'étais en train de travailler dans le jardin. C'était le milieu de l'été, et la chaleur était insupportable, même à l'ombre. J'avais fini d'arroser les roses et j'allais rentrer quand le téléphone a sonné. C'était Aubron, j'ai reconnu son numéro sur l'écran. Étrange, il appelait habituellement le week-end, et aujourd'hui, c'était un mercredi. Maman, sa voix semblait étrange. Tu peux parler. Bien sûr, ai-je répondu en entrant dans la fraîcheur de la maison et en fermant la porte derrière moi. Qu'est-ce qui ne va pas? On a des problèmes, a-t-il dit après une courte pause. On se fait expulser de notre appartement. Je me suis assise sur une chaise près de la table du téléphone. Expulsé? Pourquoi? Des dettes. Sa voix tremblait. On a 3 mois de loyer de retard. Le propriétaire nous a donné une semaine pour vider les lieux. Je suis restée silencieuse, essayant de comprendre ce que je venais d'entendre. Aubron et Thérèse avaient toujours vécu sur un grand pied, mais je pensais qu'ils s'en sortaient financièrement. Aubron travaillait dans une agence de publicité, et Thérèse comme décoratrice d'intérieur. Leurs revenus combinés auraient dû leur permettre de vivre confortablement et de payer leurs factures à temps. « Qu'est-il arrivé à votre argent ?» ai-je finalement demandé. Aubron a soupiré. « C'est compliqué, maman. J'ai eu quelques difficultés financières, des investissements qui n'ont pas porté leurs fruits,
et Thérèse n'a pas beaucoup de clients en ce moment à cause de la crise économique. Je soupçonnais qu'il ne me disait pas toute la vérité, mais je n'ai pas insisté. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? C'est de ça que je voulais parler. Un ton suppliant s'est glissé dans sa voix. Maman, on a besoin d'un endroit où rester le temps qu'on règle nos problèmes financiers. On se demandait si tu pouvais nous héberger chez toi, juste pour un petit moment. Quelques semaines, le temps de trouver un nouvel appartement. J'ai senti l'anxiété monter en moi. Ma maison, mon sanctuaire, mon petit paradis. Et soudain, il y aurait Auberon et Thérèse, avec leurs relations compliquées et leur consumérisme envers moi. Mais d'un autre côté, comment pouvais-je refuser à mon propre fils quand il était en difficulté? Auberon, je n'ai que 3 chambres, et l'une d'elles est assez petite, ai-je dit, essayant de gagner du temps. De plus, je vis selon mon propre rythme, et je ne suis pas sûre que vous seriez à l'aise. Maman, s'il te plaît. Il y avait une note de désespoir dans sa voix. On n'a nulle part où aller. Tous nos amis vivent dans de petits appartements. Ils n'ont pas de place pour nous, et les hôtels sont trop chers. On ne peut pas se permettre ce genre de dépenses en ce moment. J'ai fermé les yeux et j'ai pris une profonde inspiration. Ma voix intérieure hurlait. N'accepte pas. Ils vont bouleverser ta vie. Mais comment pouvais-je dire non? C'est mon fils, mon sang, et il est en difficulté. D'accord, ai-je dit enfin. Vous pouvez rester chez moi. Mais nous devrons discuter des règles de vie et des conditions. Merci, maman, s'est exclamé Auberon avec un tel soulagement que je me suis sentie gênée de mes doutes. Tu n'as pas idée à quel point ça compte pour nous. On sera très discret et on essaiera de ne pas te déranger. Quand prévoyez-vous d'arriver? Ai-je demandé, réorganisant déjà mentalement mes plans. On peut venir ce samedi? On doit emballer nos affaires et régler quelques trucs ici. D'accord, samedi, ai-je accepté. Appelle-moi quand vous partirez pour que je sache quand vous attendre. Après avoir parlé à Auberon, je suis restée longtemps dans la cuisine, regardant par la fenêtre mon jardin et contemplant les changements à venir. Mon mode de vie mesuré et tranquille serait bientôt perturbé. Il y aurait de nouvelles personnes avec leurs propres habitudes, leurs propres routines, leurs propres problèmes. Serais-je capable de gérer? Regretterais-je ma décision? Mais je n'avais pas le choix. Je ne pouvais pas laisser mon fils à la rue, aussi difficile que soit notre relation. Après tout, c'est temporaire. Juste pour quelques semaines. On s'en sortira. Les jours suivants ont été consacrés à la préparation de l'arrivée d'Auberon et de Thérèse. J'ai vidé la grande chambre d'amis pour eux, acheté de nouveaux draps, fait de la place dans le placard pour leurs affaires. J'ai fait des courses, me souvenant de ce qu'Auberon aimait, et essayant de tenir compte des préférences de Thérèse. C'était difficile, elle suivait des régimes spéciaux qui changeaient constamment. J'ai aussi fait une liste de règles pour vivre dans ma maison. Je n'avais jamais eu à faire ça avant, mais mon intuition me disait qu'il valait mieux mettre les choses au clair avec Auberon et Thérèse. Sur la liste figuraient des points comme respecter l'intimité de chacun, prévenir de l'arrivée d'invités, et garder les parties communes propres. Rien d'extraordinaire, juste des règles de base pour la vie en communauté. Les voisins ont remarqué mon activité et m'ont demandé ce qui se passait. J'ai parlé à madame puis de l'arrivée imminente de mon fils et de ma belle-fille. Ils vont rester longtemps chez vous? A-t-elle demandé, en m'aidant à accrocher des rideaux fraîchement lavés dans la chambre d'amis. Non, juste pour quelques semaines, ai-je répondu. Le temps qu'ils trouvent un nouvel appartement. Madame puis m'a regardé d'un air dubitatif, mais n'a rien dit. Elle était plus âgée que moi, et elle avait beaucoup d'expérience de la vie. Peut-être qu'elle avait déjà vu des situations comme celle-ci et savait comment elles se terminaient habituellement. Vendredi soir, la veille de l'arrivée d'Auberon et de Thérèse, je me suis assise sur la terrasse avec une tasse de thé, regardant le coucher de soleil et disant au revoir à la paix et au calme qui avait régné dans ma maison ces derniers mois. Je savais que les choses allaient bientôt changer, et j'essayais de savourer les dernières heures de solitude. Samedi est arrivé bien trop vite. Je me suis réveillée tôt comme d'habitude, et la première chose que j'ai faite a été d'aller au jardin. Mes roses étaient en pleine floraison, emplissant l'air d'un parfum subtil. J'ai passé ma main sur les pétales délicats, sentant leur texture soyeuse. Tout ira bien, me suis-je dit. Ce n'est que pour quelques semaines. Auberon a appelé à 11 heures du matin, disant qu'ils étaient en route et qu'ils seraient là dans environ 3 heures. J'ai préparé le déjeuner, mis la table sur la véranda, et j'ai attendu. Le temps passait lentement, et de temps en temps, je regardais ma montre et je sortais pour voir si leur voiture était arrivée. Enfin, vers 15 heures,
J'ai entendu le bruit d'une voiture qui s'arrêtait. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu une berline argentée familière s'arrêter devant ma maison. Auberon est sorti le premier de la voiture, suivi de Thérèse. Tous deux avaient l'air fatigués et tendus. Je suis sortie sur le perron pour les accueillir. Auberon m'a serré dans ses bras plus fort que d'habitude, et j'ai pu le sentir trembler. « Merci, maman », a-t-il murmuré. « Tu nous aides vraiment beaucoup. » Thérèse m'a aussi serré dans ses bras, ce qui était inhabituel de sa part. Elle se limitait généralement à un contact formel joue contre joue. « Agathe, nous vous sommes si reconnaissants », a-t-elle dit. « Je jure que nous ne vous dérangerons pas. » Je les ai aidés à rentrer leurs affaires dans la maison. Pour des gens qui avaient été expulsés de leur appartement, ils avaient une quantité surprenante de bagages. Des valises de vêtements, des boîtes de livres et d'effets personnels, même quelques meubles qu'ils avaient décidé de ne pas laisser dans leur ancien appartement. « On n'a pas pu tout prendre », a expliqué Auberon, en tirant une autre valise dans la maison. « Il a fallu vendre ou laisser certaines choses. » Je leur ai montré leur chambre, en les aidant à placer leurs affaires. Thérèse a regardé la chambre d'un air critique, mais n'a rien dit. J'ai remarqué qu'elle passait son doigt sur la commode comme pour vérifier la poussière, et elle a un peu plissé le nez. Mais ensuite, elle a croisé mon regard et m'a fait un rapide sourire. « C'est très bien, Agathe », a-t-elle dit. « Très confortable. » Après que toutes les affaires ont été rentrées, je les ai invités à déjeuner. Nous nous sommes assis sur la véranda et j'ai servi un rôti avec des légumes. Un repas simple mais copieux. Thérèse a à peine touché à sa nourriture, comme d'habitude, mais Auberon a mangé avec appétit, demandant même un supplément. « J'avais oublié à quel point tu cuisines bien, maman », a-t-il dit la bouche pleine. Dernièrement, on commandait surtout à emporter ou on mangeait des plats préparés. Après le déjeuner, quand Thérèse est allée prendre une douche, j'ai décidé de parler à Auberon seul. Nous nous sommes assis dans le salon et j'ai sorti ma liste de règles. « Auberon, je veux que tu comprennes que je suis heureuse de vous aider dans une situation difficile, mais j'ai mon propre mode de vie, mes propres habitudes. Pour que notre cohabitation soit confortable pour tout le monde, j'ai établi quelques règles simples. » Il a hoché la tête, mais j'ai remarqué une lueur d'irritation dans ses yeux. « Bien sûr, maman, on respectera tes règles. » J'ai commencé à lire la liste. Respecter l'espace personnel. Prévenir des invités. Garder les parties communes propres. Auberon hochait la tête après chaque point, mais je sentais qu'il ne prenait pas cela au sérieux. Et un autre point important, ai-je ajouté quand la liste a été lue. Combien de temps prévoyez-vous de rester ici? Auberon a haussé les épaules. C'est difficile à dire exactement. On doit trouver un nouvel appartement, et ce n'est pas facile. Les prix des loyers ont augmenté, et avec notre historique de crédit. Bref, ça pourrait prendre un certain temps. Je comprends, mais j'ai besoin d'un délai approximatif. 1 mois, 2? Disons 2 mois, a-t-il suggéré. On devrait certainement trouver quelque chose d'ici là. J'ai hoché la tête, même si une voix intérieure me disait que c'était une prédiction trop optimiste. D'accord, 2 mois. Et une dernière question. Contribuerez-vous aux dépenses de la maison, aux factures d'électricité, aux courses? Auberon a grommelé. Maman, on n'a plus d'argent du tout en ce moment. On a dépensé nos dernières économies pour rembourser une partie de nos dettes de loyer. Mais dès qu'on trouvera un travail, on aidera, c'est promis. Un travail. J'étais surprise. Qu'est-il arrivé à vos anciens emplois? Il a détourné les yeux. Oui, j'ai été licenciée il y a 2 mois, et Thérèse n'a pas eu beaucoup de clients ces derniers temps. Voilà. Maintenant, je comprenais d'où venaient les loyers impayés. Mais pourquoi Auberon ne m'en avait-il pas parlé avant? J'aurais pu aider, leur donner un peu d'argent pour qu'ils ne se retrouvent pas dans cette situation. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu avais perdu ton emploi? Ai-je demandé. Il a haussé les épaules. Je ne voulais pas t'embêter. Je pensais trouver quelque chose de nouveau rapidement. Il y a toujours des offres dans la publicité. Je sentais qu'il ne me disait pas la vérité, mais j'ai décidé de ne pas insister. Laissons-les s'installer, s'habituer à la nouvelle situation, et ensuite nous parlerons plus franchement. Thérèse est revenue de sa douche et la conversation s'est naturellement interrompue. Elle avait l'air rafraîchie mais toujours tendue. J'ai suggéré qu'ils se reposent après leur voyage et je suis allée dans le jardin. J'avais besoin d'être seule et de réfléchir à ce que j'avais appris. Pendant que je travaillais dans le jardin, je pensais à la situation. Auberon et Thérèse étaient sans travail, sans logement, sans argent.
Ils comptaient sur moi, sur mon aide. Mais que pouvais-je leur donner à part un toit au-dessus de leur tête? Ma retraite était modeste, à peine suffisante pour couvrir mes propres besoins et les mensualités du prêt. Je n'avais pas assez d'argent pour subvenir aux besoins de 2 adultes de plus. D'un autre côté, comment pouvais-je leur dire non? C'est mon fils, mon sang. J'ai toujours essayé de lui donner le meilleur, même si cela signifiait renoncer à mes propres désirs et besoins. Peut-être que maintenant, je devais mettre ses intérêts avant les miens. Mais au fond de moi, je me sentais mal à l'aise. Quelque chose me disait que cette situation pourrait durer longtemps, bien plus longtemps que les 2 mois promis. Que Aubron et Thérèse prendraient leur temps pour trouver de nouveaux appartements et de nouveaux emplois, s'étant habitués au confort de ma maison et à mes soins. Le soir, nous avons dîné ensemble, et je leur ai montré comment utiliser la machine à laver, où se trouvaient les serviettes de rechange, comment régler la climatisation. Ils ont écouté attentivement et ont posé des questions, mais je voyais qu'ils avaient hâte d'être seuls. Peut-être qu'ils avaient quelque chose d'important à discuter, ou qu'ils avaient juste besoin de se reposer après une journée chargée. Je leur ai souhaité bonne nuit et je me suis retirée dans ma chambre, les laissant dans le salon. Allongée dans mon lit, j'entendais leur voix étouffée, mais je ne pouvais pas distinguer leurs mots. Ils ont parlé longtemps, élevant parfois la voix, mais pas assez pour que je comprenne ce qu'ils disaient. Je me suis endormie tard, le cœur lourd et avec le vague pressentiment que ma vie ne serait plus jamais la même. Que ce jour était le début d'un nouveau chapitre, un chapitre qui pourrait être beaucoup plus difficile et douloureux que je ne l'avais imaginé. Je me suis réveillée plus tard que d'habitude le matin, sortie de mon rythme habituel. La maison était silencieuse. Aubron et Thérèse dormaient encore. J'ai préparé tranquillement mon petit déjeuner, bu mon thé sur la véranda, et je suis allée travailler dans le jardin, en essayant de ne pas faire de bruit pour ne pas réveiller les invités. Ils sont apparus vers midi, endormis et un peu confus. Aubron a été le premier à demander où était le café, et Thérèse a demandé si j'avais du lait écrémé et du pain complet. J'ai secoué la tête. Je n'avais pas ces produits. Je préférais la nourriture simple et traditionnelle. Ce n'est pas grave, a dit Thérèse avec un étrange sourire. Je vais faire un tour au magasin et acheter ce dont j'ai besoin. Avec quel argent? J'ai voulu demander, mais je me suis tue. Je ne voulais pas commencer la journée par une conversation désagréable. Après le petit déjeuner, Aubron a dit que lui et Thérèse voulaient aller en ville pour regarder les annonces d'appartements et passer par quelques agences pour l'emploi. J'étais heureuse d'entendre qu'ils ne perdaient pas de temps et qu'ils cherchaient activement des solutions à leurs problèmes. Prenez ma voiture, ai-je proposé. Je ne vais nulle part aujourd'hui. Ils sont partis dans l'après-midi et sont revenus tard dans la soirée. Je commençais à m'inquiéter, mais je n'ai pas appelé. Ils étaient adultes, et je ne voulais pas paraître intrusive. Quand ils sont finalement apparus, ils avaient tous les deux l'air fatigués et déçus. Comment s'est passée votre journée? Ai-je demandé en réchauffant le dîner pour eux. Aubron a soupiré lourdement. Pas terrible. Les appartements sont soit trop chers, soit en terrible état, et l'agence a dit que ce n'est pas le bon moment pour chercher du travail. L'été, tout le monde est en vacances. Les nouveaux projets ne démarrent pas. Mais vous n'allez pas abandonner, n'est-ce pas? Ai-je demandé, en essayant de les encourager. Bien sûr que non, a répondu Thérèse. Ça prend juste du temps. Les choses vont s'arranger. Tu verras. J'ai hoché la tête, bien que le doute me rongeait de l'intérieur. Quelque chose dans leur attitude, dans leurs paroles, me faisait penser qu'ils ne cherchaient pas assez sérieusement un travail et un logement. Peut-être qu'ils avaient déjà accepté l'idée qu'ils vivraient avec moi pour une période indéterminée. Et c'est ainsi que nos jours sous le même toit ont commencé. Aubron et Thérèse se levaient généralement tard. Prenaient leur petit déjeuner, puis sortaient pour chercher quelque chose et revenaient le soir avec les mêmes nouvelles. Ils n'avaient rien trouvé de convenable. Ils avaient besoin de plus de temps. J'essayais de les croire, de les soutenir. Mais chaque jour, mon anxiété grandissait. Une semaine après leur arrivée, j'ai remarqué que de l'argent commençait à disparaître de mon portefeuille. Pas de grosses sommes, mais assez notables pour moi. 50 € par-ci, 100 € par-là. Je ne voulais pas penser qu'Aubron ou Thérèse auraient pu le prendre sans demander, mais je ne trouvais aucune autre explication. Un soir, alors que nous étions à table, j'ai décidé d'aborder le sujet. Aubron, n'aurais-tu pas pris de l'argent dans mon sac? Ai-je demandé sans détour. Il s'est étouffé avec son eau et a toussé. Thérèse lui a jeté un regard rapide, puis s'est tournée vers moi. Agathe, de quoi parlez-vous? Comment pouvez-vous nous soupçonner de vol? Je ne parle pas de vol, ai-je répondu calmement.
Je demande juste si Aubron a pris de l'argent. Peut-être qu'il avait besoin d'argent liquide tout de suite et qu'il a oublié de me le dire. Aubron a finalement arrêté de tousser et m'a regardé d'un air coupable. Maman, je suis désolée. Oui, j'ai pris un peu d'argent. On devait payer l'essence et acheter quelques provisions. J'allais te le dire, mais j'ai oublié. Je te le rendrai dès que j'aurai un travail. J'ai hoché la tête, acceptant son explication, bien qu'une voix intérieure me disait que ce n'était pas toute la vérité. Je ne voulais pas gâcher l'atmosphère déjà tendue à table. Après cet incident, j'ai commencé à cacher mon argent et mes objets de valeur. Ce n'était pas que je ne faisais pas confiance à Aubron, mais la prudence ne fait jamais de mal, surtout que leur situation financière devenait de plus en plus désespérée, et leurs espoirs d'un emploi rapide fondaient de jour en jour. 2 semaines s'étaient écoulées depuis leur arrivée. Ma maison avait changé au-delà de toute reconnaissance. Les affaires d'Aubron et de Thérèse traînaient partout. Vêtements, chaussures, livres, cosmétiques. Ils occupaient la salle de bain pendant des heures le matin, me laissant à peine 10 minutes pour me préparer. La cuisine était toujours en désordre. Ils préparaient des dîners tardifs et ne nettoyaient pas après eux. Mon réfrigérateur était rempli de leurs provisions, laissant peu de place pour mes achats habituels. Mais le pire de tout, c'est que j'avais perdu ma tranquillité et mon intimité. Je ne pouvais plus m'asseoir tranquillement sur la véranda en regardant le coucher de soleil. Aubron et Thérèse y étaient souvent, parlant fort ou écoutant de la musique. Je ne pouvais plus travailler tranquillement dans le jardin. Thérèse se plaignait toujours des moustiques et me demandait de ne pas arroser les plantes quand elle prenait un bain de soleil sur la pelouse. Ma maison, mon sanctuaire, ma forteresse. Tout cela m'échappait progressivement. Je me sentais comme une invitée dans ma propre maison, étrangère et indésirable. Aubron et Thérèse ne semblaient même pas remarquer mon inconfort. Ils étaient complètement absorbés par leurs propres problèmes et besoins, ne laissant aucune place aux miens. Et pourtant, j'ai enduré. Ils étaient en difficulté. Ils n'avaient nulle part où aller. Je ne pouvais pas les mettre à la rue malgré tous les inconvénients qu'ils causaient. J'espérais qu'ils trouveraient bientôt un travail et un logement et que tout redeviendrait normal. Mais cet espoir s'amenuisait de jour en jour. Cela faisait une semaine qu'Aubron et Thérèse avaient emménagé chez moi. Les premiers jours, ils avaient été relativement discrets, essayant de suivre mes règles et me remerciant même pour chaque petite chose. Mais progressivement, leur comportement a commencé à changer. La politesse a été remplacée par la négligence, puis par un mépris flagrant. Je l'ai remarqué un matin en entrant dans la cuisine et en trouvant une montagne de vaisselle sale dans l'évier. Aubron et Thérèse avaient préparé le dîner la veille. Quelque chose d'élaboré avec beaucoup d'ingrédients et d'assaisonnement. Je me suis couchée avant qu'ils n'aient fini, mais j'étais sûre qu'ils nettoieraient après eux. Une de mes règles était de garder les parties communes propres. Aubron, tu as pensé à faire la vaisselle après le dîner hier soir ? Ai-je demandé quand il est finalement apparu dans la cuisine vers midi. Il s'est frotté les yeux d'un air endormi et a haussé les épaules. Maman, on était trop fatigués. Je la ferai plus tard. Une de nos règles est de nettoyer après soi tout de suite, lui ai-je rappelé. Je déteste me réveiller et voir un tel désordre dans la cuisine. Aubron a soupiré avec une irritation évidente. Tu es trop à cheval sur tes règles. On n'est pas à la caserne. Détends-toi un peu. J'ai été surprise par son ton et sa réaction. Ce n'était pas le même Aubron qui, une semaine plus tôt, avait juré de respecter mes règles et d'être un invité modèle. Quelque chose avait changé, et pas pour le mieux. Thérèse nous a rejoints quelques minutes plus tard, impeccable, même juste après s'être réveillée. Pourquoi on se dispute ? A-t-elle demandé en se versant un café. Maman n'est pas contente qu'on n'ait pas fait la vaisselle hier soir, a répondu Aubron avec une pointe de sarcasme. Thérèse a jeté un coup d'œil à l'évier et a plissé le nez. Oui, ça a l'air en désordre. Agathe, vous avez un lave-vaisselle ? Non, ai-je répondu. J'ai toujours fait la vaisselle à la main. Thérèse a regardé Aubron. Peut-être qu'on devrait en installer un. Ça ferait gagner du temps et de l'énergie, surtout à votre âge. Mon âge. Je n'avais que 67 ans et j'étais parfaitement capable de faire les tâches ménagères sans aucune machine. Mais je suis restée silencieuse, ne voulant pas commencer la journée par un conflit. J'y réfléchirai, ai-je dit d'un ton neutre. En attendant, j'apprécierais que vous suiviez les règles et que vous fassiez la vaisselle immédiatement après usage. Bien sûr, Agathe. Thérèse a souri, mais il n'y avait aucune chaleur dans son sourire. Je sentais qu'on ne me prenait pas au sérieux, et ça me blessait. Après le petit déjeuner,
je suis allée travailler dans le jardin comme d'habitude. C'était mon sanctuaire, un endroit où je pouvais être seule avec moi-même et mes pensées. Mais même là, des changements m'ont rattrapée. Maman, on a réfléchi, a dit Aubron en sortant dans la cour avec une tasse de café. On devrait peut-être refaire le jardin. Ces rosiers prennent trop de place. On pourrait faire un coin barbecue ou même une petite piscine. Je me suis figée, le sécateur à la main. Aubron, c'est mon jardin. Je rêve de roses depuis des années, et j'ai enfin pu les planter. Je ne vais pas les enlever pour un barbecue. Eh bien, techniquement, c'est aussi notre jardin maintenant, a-t-il remarqué. On vit ici, et ce serait bien de le rendre plus moderne. Vous vivez ici temporairement, lui ai-je rappelé. Une fois que vous aurez trouvé un travail et un appartement, vous retournerez à votre vie. Aubron n'a pas répondu, mais j'ai remarqué que son visage avait changé. Il semblait vouloir dire autre chose. Mais il s'est ravisé et est juste rentré à l'intérieur. Le soir du même jour, un autre incident désagréable s'est produit. Je suis rentré du magasin et j'ai constaté que mon vase préféré, qui se trouvait sur la commode du salon, avait disparu. À sa place, il y avait une étrange sculpture en métal que je n'avais jamais vue auparavant. Aubron, ai-je appelé. As-tu vu mon vase? Celui sur la commode. Il est sorti de sa chambre avec un air coupable. Oh, oui. Thérèse l'a déplacé. Elle a dit qu'il ne s'intégrait pas. Ne s'intégrait pas. Je n'en croyais pas mes oreilles. C'est ma maison et c'est moi qui décide ce qui s'intègre ou non. Où est le vase maintenant? Dans le cellier, je crois. Mais maman, Thérèse est une décoratrice d'intérieur professionnelle. Elle sait comment rendre un espace plus harmonieux. On devrait peut-être suivre ses conseils. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de rester calme. Aubron, j'apprécie le professionnalisme de Thérèse, mais c'est ma maison. Je n'ai pas demandé à ce que l'intérieur soit redécoré. S'il te plaît, remets le vase à sa place, et à partir de maintenant, demandez la permission avant de changer quoi que ce soit. Il a haussé les épaules avec un mécontentement évident, mais il est allé chercher le vase. Quelques minutes plus tard, il était de retour à sa place, et la sculpture en métal avait disparu. Ce n'étaient que les premiers signes avant-coureurs de conflits plus graves. Chaque jour, Aubron et Thérèse repoussaient de plus en plus mes limites, envahissant mon espace personnel et enfreignant mes règles. Ils ont commencé à inviter des amis sans prévenir. Un jour, je suis rentré de la bibliothèque et j'ai trouvé 4 inconnus dans mon salon, riant bruyamment et buvant du vin dans mes verres. Aubron les a présentés comme ses amis qui étaient juste passés dire bonjour. Ces courtes visites s'éternisaient souvent jusque tard dans la nuit, perturbant mon sommeil et ma routine. Ils ont réarrangé les meubles à leur goût. Mon fauteuil préféré, qui se trouvait près de la fenêtre donnant sur le jardin, s'est soudain retrouvé dans un coin parce que c'est la meilleure façon de distribuer l'espace. Les tableaux sur les murs ont changé de place. Les livres sur les étagères ont bougé. Même les pots de fleurs sur les rebords de fenêtres n'ont pas échappé à leurs améliorations. Ils ont commencé à contrôler ce que je cuisinais et mangeais. Thérèse parlait constamment d'alimentation saine, d'aliments bio et d'un régime sans gluten. Elle jetait des aliments de mon réfrigérateur, les jugeant malsains, et les remplaçait par ses propres aliments obscurs et chers. Quand je protestais, elle répondait avec un sourire désarmant. « Agathe, on se soucie juste de votre santé. À votre âge, vous devez être plus prudente avec votre alimentation. » Il y avait encore cette phrase, « à votre âge ». Il la disait de plus en plus souvent, comme si j'étais une vieille femme sénile, incapable de prendre des décisions sur ma propre vie. « Agathe, à votre âge, vous ne devriez pas jardiner seule. On peut engager un jardinier. »« Maman, c'est dangereux de conduire une voiture à ton âge. On devrait peut-être la vendre. »« À votre âge, une si grande maison est plus un fardeau qu'un plaisir. Avez-vous pensé à quelque chose de plus compact ?» Cette dernière phrase a été prononcée au dîner, 3 semaines après leur arrivée. Thérèse l'a dit nonchalamment en se servant de la salade. Mais j'ai senti qu'il y avait quelque chose de plus derrière. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» ai-je demandé, la regardant droit dans les yeux. Thérèse a jeté un coup d'œil à Aubron, comme s'ils avaient discuté de cette conversation à l'avance. « Eh bien, une maison aussi grande nécessite un entretien constant. 3 chambres pour une seule personne, c'est trop. De plus, il y a beaucoup d'escaliers, des seuils élevés. Tout cela peut être dangereux si vous avez des problèmes d'équilibre ou de vue. » « Je n'ai pas de problème d'équilibre ou de vue, ai-je répondu fermement. Et j'aime ma maison telle qu'elle est.
Bien sûr, ça va maintenant, est intervenu Aubron. Mais on pense à l'avenir. Tu sais, il y a d'excellentes maisons de retraite avec des soins 24h24, une assistance médicale et une communauté de pairs. Tu devrais peut-être y penser. J'ai posé ma fourchette, mon appétit avait complètement disparu. J'ai 67 ans, pas 97. Je ne vais pas en maison de retraite. Personne ne parle de déménager immédiatement. A tenté de calmer la situation Thérèse. C'est juste une option à envisager pour l'avenir. Et la maison, eh bien, Aubron et moi pourrions vous la racheter à un prix juste, bien sûr. Voilà. Tout s'est mis en place. Maintenant, il n'essayait pas seulement de contrôler ma vie. Il voulait ma maison. La maison que j'avais payée avec des années de travail et de difficultés. La maison qui était la réalisation de mes rêves. Ma maison n'est pas à vendre, ai-je dit en me levant de table. Et cette conversation est terminée. Je suis parti dans ma chambre, sentant mes mains trembler de colère et de ressentiment. Comment osait-il? Comment mon propre fils pouvait-il suggérer que je déménage en maison de retraite pour prendre possession de ma maison? Je n'arrivais pas à croire que cela se produisait vraiment. Le lendemain matin, je me suis levé tôt et je suis allé dans le jardin, ayant besoin du réconfort que le travail avec les plantes me procurait. Mais même là, j'ai eu de mauvaises surprises. Mes rosiers préférés avaient été taillés, et pas seulement taillés, mais sauvagement coupés, dépouillés de la plupart de leurs branches fleuries. Le sécateur et les gants de jardinage de Thérèse gisaient à proximité. Je n'ai pas pu retenir mes larmes. J'avais fait pousser ces roses avec tant d'amour, chaque buisson était si spécial pour moi. Et maintenant, ils avaient été mutilés par la main impitoyable de quelqu'un qui ne comprenait rien au jardinage. Aubron m'a trouvée là, assise sur un banc, en train de pleurer. « Maman, qu'est-ce qui ne va pas ?» a-t-il demandé avec une fausse inquiétude. « Qui a laissé Thérèse toucher à mes roses ?» ai-je demandé, sans cacher ma colère. Il a regardé autour de lui et a haussé les épaules. Elle voulait juste aider. Elle a dit que les buissons devenaient trop grands et qu'ils avaient besoin d'être taillés. Ce n'est pas de la taille, c'est de la destruction, me suis-je exclamé. Elle a tué la moitié des buissons. Maintenant, ils ne fleuriront pas avant l'année prochaine. Ne sois pas dramatique, maman. Ce ne sont que des fleurs. Elles repousseront. Que des fleurs. Je n'en croyais pas mes oreilles. Ce sont mes roses, dans mon jardin, dans ma maison, et je n'ai jamais permis à personne de les toucher. Aubron a soupiré avec l'air d'un homme qui parle à un enfant capricieux. Maman, on vit ici. Cette maison est à nous tous maintenant, et le jardin aussi. On a le droit de faire des changements. Non, vous n'avez pas le droit. Ai-je objecté? Vous êtes ici temporairement, des invités, pas des hôtes, et j'attends de vous que vous respectiez mes règles et ma propriété. Il m'a regardé avec une étrange expression, un mélange de pitié et d'agacement. Peut-être qu'on devrait avoir une conversation sérieuse sur l'avenir, maman. Sur ton avenir et l'avenir de cette maison. On n'a rien à se dire, ai-je rétorqué. Mon avenir est lié à cette maison. Point final. Je suis parti, ne voulant pas continuer cette conversation. Mais je sentais que ce n'était que le début, qu'Aubron et Thérèse ne reculeraient pas si facilement, surtout maintenant que je réalisais leurs véritables intentions. Les jours suivants se sont déroulés dans une atmosphère tendue. Aubron et Thérèse ne faisaient plus semblant d'être des invités polis. Ils ignoraient ouvertement mes règles, invitaient des amis sans prévenir, occupaient la salle de bain pendant des heures et préparaient des dîners bruyants jusque tard dans la nuit. Ma maison est devenue un endroit où je me sentais malvenue. Ils continuaient à laisser entendre que je devrais envisager de déménager dans un endroit plus approprié. Thérèse a apporté des brochures de maisons de retraite, les laissant dans des endroits bien en vue. Aubron racontait des histoires de personnes qu'il connaissait dont les parents âgés avaient trouvé une nouvelle vie dans ces institutions. Tu imagines, maman? Il y a une piscine, une salle de sport, une bibliothèque, des animations constantes, de nouveaux amis de ton âge. Tu adorerais. J'ignorais ces conversations, mais je sentais mon anxiété grandir. Et s'ils ne s'arrêtaient pas aux allusions? Et s'ils essayaient de me forcer à partir contre ma volonté? Le point culminant est arrivé un vendredi soir, un mois après leur arrivée. Je suis rentré du magasin et j'ai trouvé un petit groupe réuni dans le salon. Aubron, Thérèse, et 3 autres inconnus étaient assis avec des verres de vin et discutaient vivement. « Ah, maman !» a dit Aubron en me voyant. « Je te présente monsieur Benoît, l'agent immobilier. Et voici M et madame Collin. »
Ils sont intéressés par l'achat d'une propriété dans notre quartier. Je me suis figée sur place, n'en croyant pas mes oreilles. Acheter une propriété? Ma maison? Thérèse s'est approchée de moi avec un faux sourire. Agathe, on fait juste visiter la maison à des acheteurs potentiels. Ne vous inquiétez pas, on a négocié un bon prix. Vous avez fait quoi? Je ne trouvais pas les mots, indigné. Monsieur Benoît, un homme corpulent en costume chair, s'est avancé vers moi. Madame Hébert, votre fils m'a dit que vous envisagiez de vendre la maison. Je dois dire que c'est un excellent investissement, surtout avec la hausse des prix de l'immobilier dans votre région. Mon fils a tort, ai-je rétorqué. Je ne vends pas ma maison, et je vous demanderai de quitter ma propriété immédiatement. Le couple Collin avait l'air embarrassé. Ils se sont levés rapidement, ont marmonné des excuses et se sont dirigés vers la sortie. Monsieur Benoît les a suivis, jetant un regard perplexe à Aubron. Quand la porte s'est refermée derrière eux, je me suis tournée vers mon fils et ma belle-fille. Comment avez-vous pu, ai-je demandé, contenant à peine ma colère. Comment avez-vous pu inviter un agent immobilier et des acheteurs dans ma maison sans que je le sache ni que je donne mon accord? Aubron avait l'air agacé, mais pas repentant. Maman, sois raisonnable. Cette maison est trop grande pour toi. Tu ne peux pas l'entretenir seule, et elle est parfaite pour Thérèse et moi. On est prêt à payer un bon prix, assez pour que tu puisses vivre confortablement en maison de retraite. Je ne vends pas ma maison, ai-je répété fermement. Ni à vous, ni à personne d'autre. Et je ne vais pas en maison de retraite. C'est ma maison, et j'y reste. Thérèse a poussé un soupir exaspéré. Agathe, vous n'êtes pas raisonnable. Pensez à l'avenir, à votre santé, à votre sécurité. Il y a trop d'escaliers, une trop grande surface à entretenir. Et Aubron et moi pourrions créer un vrai nid familial ici. Un nid familial. Je n'ai pas pu retenir un rire amer. Vous ne voulez pas d'enfants? Vous avez dit vous-même que les enfants sont une trop grande responsabilité. Les gens changent, a haussé les épaules Thérèse. Peut-être qu'on est prêt pour cette responsabilité maintenant. J'ai secoué la tête, ne croyant pas un mot de ce qu'elle disait. Indépendamment de vos projets, ma maison n'est pas à vendre. Maintenant, j'aimerais que vous respectiez mes règles et que vous n'invitiez pas d'étrangers sans ma permission. Je me suis dirigée vers l'escalier, ressentant le besoin d'être seule dans ma chambre, mais Aubron m'a barré le chemin. Son visage était tordu de colère, le masque de politesse était enfin tombé. « Assez, maman », a-t-il dit doucement, mais avec une telle fureur que j'ai reculé involontairement. « Arrête de faire comme si tu contrôlais encore la situation. Cette maison est trop bien pour toi. Tu ne peux pas t'en occuper. Tu ne peux pas l'entretenir. C'est un endroit pour une jeune famille, pas pour une vieille femme seule. » J'ai été choquée par ses mots, par son ton, par le mépris avec lequel il me regardait. Était-ce vraiment mon fils, le garçon que j'avais élevé avec tant d'amour et de soin? Aubron, je te demande de reculer et de me laisser passer, ai-je dit, en essayant de parler calmement, bien que tout tremblait à l'intérieur. Non, maman. Il n'a pas bougé. Il est temps que tu entendes la vérité. Thérèse et moi, on reste ici. C'est notre maison maintenant, et tu ferais mieux de te trouver un autre endroit. Quelque chose de plus petit, de plus simple, quelque chose d'adapté à ton âge et à ton statut. Mon statut. Je n'en croyais pas mes oreilles. Quel statut? Le statut d'une retraitée seule sans moyens de subsistance, est intervenue Thérèse. Soyons honnêtes, Agathe. Vous ne pouvez pas vous permettre cette maison. Les mensualités du prêt, les impôts, l'assurance, les charges, tout cela est trop lourd pour votre modeste budget. Je m'en sortais très bien avant que vous n'arriviez, ai-je objecté. Et je continuerai à m'en sortir quand vous serez parti. Maintenant, je vous demande de reculer et de me laisser passer. Aubron n'a pas bougé. Ses yeux, si semblables à ceux de son père, me regardaient avec une froide détermination. Maman, je ne plaisante pas. Tu ferais mieux de partir. Fais tes valises et cherche un autre endroit où vivre. C'est notre maison maintenant. Je ne pouvais pas croire que cela se produisait vraiment, que mon propre fils me mettait à la porte de ma maison. La maison que j'avais achetée avec mon propre argent. Celle dont j'avais rêvé toute ma vie. Aubron, ai-je dit, sentant ma voix trembler. Cette maison m'appartient. Je l'ai achetée avec mon propre argent. Je paie le prêt, et je ne vais nulle part. Maman, pars maintenant. Sa voix est devenue encore plus basse, encore plus menaçante. Crois-moi,
Ce sera mieux pour tout le monde. Surtout pour toi. Dans ces paroles, j'ai entendu non seulement une exigence, mais une menace implicite. Que voulait-il dire par là? Que allait-il faire si je refusais de partir? J'ai regardé mon fils et je ne l'ai pas reconnu. Où était passé ce petit garçon que j'avais tant aimé? Cet adolescent à qui j'avais tout donné pour le rendre heureux. Ce jeune homme dont j'avais payé les études, en me privant de tout. Il y avait un étranger devant moi, froid, calculateur, prêt à jeter sa propre mère à la rue pour un gain matériel. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. J'étais allongée dans mon lit, écoutant chaque bruit de la maison, craignant qu'Auberon et Thérèse ne fassent quelque chose pendant mon sommeil. Leurs paroles, pleines de menaces et de dédain, ne quittaient pas mon esprit. Comment mon propre fils pouvait-il faire une chose pareille? Comment avait-il pu passer d'un garçon adorable à un homme froid et calculateur, prêt à mettre sa propre mère à la porte de sa maison? Au matin, j'avais pris une décision. Je devais partir temporairement, non pas parce que j'avais abandonné ou que je reconnaissais leurs droits sur ma maison, mais parce que j'avais besoin d'espace pour réfléchir, pour rassembler mes forces et planifier mes prochaines étapes. Il n'était pas sûr de rester sous le même toit avec des gens qui me menaçaient ouvertement. J'ai attendu qu'Auberon et Thérèse partent pour un autre de leurs rendez-vous, et j'ai rapidement fait un petit sac avec les choses les plus essentielles. Puis j'ai appelé ma vieille amie, Hélène Dubois, avec qui j'avais travaillé à la crèche pendant des années. Hélène, j'ai besoin de ton aide, ai-je dit, en essayant de garder ma voix calme. Est-ce que je peux rester chez toi quelques jours? Agathe, qu'est-ce qui ne va pas? Hélène a immédiatement senti que quelque chose n'allait pas. J'ai brièvement expliqué la situation, sans entrer dans les détails. J'avais honte d'admettre que mon propre fils essayait de me prendre ma maison. Viens tout de suite, a dit Hélène sans hésiter. Ma porte t'est toujours ouverte. J'ai laissé une courte note sur la table de la cuisine. Je suis partie pour quelques jours. S'il vous plaît, ne touchez pas à mes affaires et n'invitez pas d'étrangers dans ma maison. Puis j'ai verrouillé la porte de ma chambre, pris mon sac et quitté la maison sans me retourner. Hélène vivait dans un petit appartement de l'autre côté de Villeneuve. C'était un logement modeste mais confortable, rempli de livres, de plantes et de souvenirs de ses voyages. Elle m'a accueilli à bras ouverts avec une tasse de thé chaud. Raconte-moi, a-t-elle dit alors que nous nous installions dans son petit salon. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Et je lui ai tout raconté. Comment Auberon et Thérèse étaient venus demander un abri temporaire. Comment ils avaient progressivement commencé à imposer leurs propres règles dans ma maison. Comment ils avaient ouvertement déclaré que la maison était à eux maintenant et que je devais partir. À chaque mot, je me sentais plus légère, comme si le poids qui m'oppressait depuis des semaines s'envolait lentement. J'ai toujours su qu'Auberon était égoïste, a secoué la tête Hélène quand j'ai fini. Mais en arriver là, c'est franchir toutes les limites. Je ne comprends pas ce qui lui est arrivé, ai-je soupiré. J'ai toujours essayé de lui donner le meilleur, même si cela signifiait renoncer à mes propres désirs. Et voilà comment il m'a remercié. Il ne s'agit pas de ce que tu as fait ou pas fait, Agathe, Hélène m'a pris la main. Certaines personnes sont juste comme ça. Elles prennent et prennent, sans jamais penser à donner quelque chose en retour. Nous avons parlé jusqu'à tard dans la nuit. Hélène n'était pas seulement une bonne auditrice, mais une conseillère avisée. Elle ne se précipitait pas pour tirer des conclusions, n'offrait pas de solutions faciles, mais posait des questions qui me faisaient réfléchir et analyser la situation sous différents angles. « Qu'est-ce que tu vas faire maintenant » a-t-elle demandé quand nous avons finalement décidé d'aller nous coucher. « Je ne sais pas » ai-je répondu honnêtement. « Je ne veux pas perdre ma maison, mais je n'ai aucune idée de comment me battre contre mon propre fils. »« Dors un peu » a dit Hélène. « La nuit porte conseil. Demain, on trouvera un plan d'action. » Je me suis allongée sur le canapé-lit du salon, mais le sommeil ne venait pas. Mes pensées tourbillonnaient dans ma tête, revenant à la même question. Comment en était-on arrivé là? Où avais-je fait une erreur dans l'éducation d'Auberon? Aurais-je pu éviter cela si j'avais fait les choses différemment? Le matin, après le petit déjeuner, Hélène a suggéré une promenade en ville. « Tu as besoin de te vider la tête » a-t-elle dit. « Et je veux te montrer quelque chose. » Nous sommes sortis de la maison et avons marché tranquillement dans les rues familières de Villeneuve. La journée était claire et chaude. Les gens se dépêchaient pour leurs affaires. Des enfants jouaient dans le parc. Une image ordinaire et paisible, si éloignée de la tempête qui faisait rage dans ma vie. Hélène m'a conduite jusqu'à un petit bâtiment à la périphérie de la ville. Le panneau au-dessus de l'entrée indiquait « Joueur anonyme ».
Réunion tous les mardis et jeudis à 19 heures. Pourquoi sommes-nous ici? Ai-je demandé, sans comprendre. Je ne voulais pas te le dire hier pour ne pas ajouter de soucis, a répondu Hélène. Mais j'ai vu Aubron ici plusieurs fois. Il venait aux réunions, mais il n'est jamais entré. Il restait juste à l'entrée, fumait, puis repartait. J'étais choquée. Tu penses qu'il a un problème de jeu? Je ne sais pas avec certitude, a dit Hélène prudemment. Mais il y a d'autres signes. Rappelle-toi, tu as dit qu'ils attribuaient leurs problèmes financiers à de mauvais investissements et à la perte de leur emploi. Ce sont des excuses typiques des joueurs. Ils admettent rarement la vraie raison de leur dette. Nous avons continué à marcher, et Hélène a poursuivi. De plus, il n'y a pas beaucoup d'endroits où jouer dans notre ville, mais il y a un casino clandestin dans un vieil entrepôt de la rue de la Rivière. J'ai vu la voiture d'Aubron garée là-bas plusieurs fois, y compris après qu'ils ont emménagé chez toi. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Le jeu, un casino clandestin. Cela ressemblait à l'intrigue d'un film policier, pas à la vie de mon fils. Mais beaucoup de choses commençaient à prendre sens. Leurs problèmes financiers soudains, leurs dettes de loyer, leurs tentatives désespérées pour obtenir ma maison. Tu penses qu'ils veulent vendre ma maison pour rembourser les dettes? Ai-je demandé, connaissant déjà la réponse. Hélène a hoché la tête. C'est l'explication la plus probable. Les dettes de jeu ne sont pas une plaisanterie, surtout quand il s'agit d'un casino clandestin. Ils ont leur propre méthode de recouvrement là-bas, et elles ne sont pas toujours légales. Nous nous sommes arrêtés dans un petit café et avons commandé un café. J'avais besoin de temps pour digérer toutes ces informations. Mon fils est un joueur, embourbé dans les dettes. Ma belle-fille est sa complice. Prête à tout pour les sortir d'un gouffre financier, même si cela signifie me faire perdre ma maison. Que dois-je faire, Hélène? Ai-je demandé, me sentant complètement perdue. Tout d'abord, tu dois te protéger, toi et ta propriété, a dit Hélène fermement. C'est ta maison, et personne n'a le droit de t'en expulser, pas même ton propre fils. Mais comment? J'ai secoué la tête. Je ne peux pas appeler la police pour mon propre fils. Pourquoi pas? A objecté Hélène. S'il te menace, s'il essaie de prendre ta propriété, c'est un crime. La parenté ne lui donne pas le droit d'enfreindre la loi. J'ai réfléchi un moment. Hélène avait raison. Mais la pensée d'appeler la police pour Aubron était trop douloureuse. Malgré tout ce qu'il avait fait, il était toujours mon fils, mon enfant. Il y a d'autres moyens, a poursuivi Hélène, voyant mon hésitation. Tu pourrais prendre un avocat, rédiger un avis d'expulsion formel. Tu pourrais changer les serrures quand ils ne sont pas à la maison. Tu peux aller à la banque et t'assurer que personne d'autre que toi ne peut disposer de tes biens. Lentement, un plan a commencé à se former dans mon esprit. Je ne pouvais pas laisser Aubron et Thérèse m'enlever la maison que j'avais payée avec des années de travail et de difficultés. Je ne pouvais pas les laisser détruire mes rêves pour payer des dettes de jeu. Je devais me battre, même si cela signifiait affronter mon propre fils. Tu as raison, Hélène, ai-je dit fermement. Je dois me protéger et protéger ma maison. Et je sais par où commencer. Nous sommes retournés chez Hélène, et j'ai passé quelques appels importants. D'abord, j'ai appelé la banque où j'avais contracté le prêt immobilier, et je me suis assuré qu'aucune modification du contrat ne pouvait être faite sans ma présence personnelle et ma signature. Ensuite, j'ai contacté le bureau d'aide juridique et j'ai pris rendez-vous avec un avocat spécialisé dans les litiges immobiliers. Enfin, j'ai appelé mon voisin, Monsieur Puy, et je lui ai demandé de garder un œil sur ma maison et de me faire savoir s'il remarquait quelque chose de suspect. Il a accepté sans hésiter et a même offert son aide si nécessaire. Le soir, Hélène et moi avons de nouveau discuté de la situation, mais maintenant, je me sentais plus confiante. J'avais un plan. J'avais des alliés. J'avais compris que j'avais tout à fait le droit de défendre ma propriété. Tu sais, a dit Hélène en versant le thé, j'ai toujours admiré ta force de caractère. Tu as élevé ton fils seul, tu as cumulé plusieurs emplois, tu ne t'es jamais plainte du sort. Maintenant, tu fais face à un autre défi, mais je suis sûre que tu le surmonteras. Merci, Hélène, ai-je souri. Ton soutien compte beaucoup pour moi. Le lendemain, j'ai rencontré l'avocat, Maître Jacquin, un homme de petite taille avec des yeux attentifs et une barbe soigneusement taillée. Il a écouté mon histoire, a posé quelques questions de clarification et a hoché la tête. Votre cas est assez clair, Madame Hébert, a-t-il dit. Votre fils et sa femme n'ont aucun droit sur votre maison. Ce sont des invités à qui vous avez temporairement fourni un logement.
S'il refuse de déménager à votre demande, cela peut être considéré comme une occupation illégale. Que me conseillez-vous de faire? Ai-je demandé. D'abord, rédiger une mise en demeure de quitter les lieux avec une date précise à laquelle ils doivent libérer les locaux, a répondu maître Jacquin. Ensuite, s'ils ignorent cet avis, vous avez tout à fait le droit de vous adresser à la police pour les faire expulser de force. Il m'a aidé à rédiger l'avis, m'a expliqué toutes les subtilités juridiques et m'a conseillé de signifier le document en présence d'un témoin. De plus, a-t-il ajouté, je vous recommanderais de ne pas rester seul avec eux. S'ils sont déjà passés aux menaces, rien ne garantit qu'ils ne passeront pas à l'action. J'ai hoché la tête, tout à fait d'accord avec ses conseils. La pensée de devoir craindre mon propre fils était angoissante, mais je ne pouvais pas ignorer la réalité. De retour chez Hélène, je lui ai montré l'avis d'expulsion et je lui ai parlé des conseils de l'avocat. Elle a hoché la tête avec approbation. Tu fais ce qu'il faut, Agathe. Maintenant, tu dois leur remettre ce document et leur faire savoir que tu es sérieuse. Je rentrerai à la maison demain, ai-je décidé. Plus je repousse, plus ce sera difficile. Le soir, Monsieur Puy a appelé avec des nouvelles alarmantes. Madame Hébert, il y a des inconnus chez vous. J'ai vu votre fils faire entrer 3 hommes, et ils avaient l'air, disons, pas très amicaux. Mon cœur s'est serré d'inquiétude. Qui étaient ces hommes? Les amis d'Aubron ou des créanciers d'un casino clandestin venus recouvrer une dette? J'ai remercié Monsieur Puy pour l'information et je lui ai demandé de me faire savoir si autre chose attirait son attention. La nuit a été agitée. Je me suis retourné sans cesse sur le canapé d'Hélène, imaginant les pires scénarios. Et si Aubron décidait de vendre la maison sans mon consentement? S'il falsifiait ma signature sur les actes? Si ces étrangers causaient des dommages à ma maison? Le matin, j'ai résolument fait mes valises. Tu es sûr de vouloir y retourner aujourd'hui? A demandé Hélène, voyant ma tension. Oui, ai-je répondu fermement. C'est ma maison et je ne laisserai personne me la prendre. Pas même Aubron. Hélène a insisté pour m'accompagner. Je serai ton témoin pour la remise de l'avis, a-t-elle dit. Et juste pour le soutien moral. Nous avons hélé un taxi et 20 minutes plus tard, nous étions déjà devant ma maison. Elle avait l'air la même que toujours, une jolie maison de plain-pied avec une clôture blanche et un jardin fleuri. Mais je savais qu'à l'intérieur, c'était différent. J'ai pris une profonde inspiration, serré mes clés dans ma main, et j'ai marché résolument vers la porte d'entrée. Hélène me suivait, prête à me soutenir à tout moment. La porte s'est ouverte avant que je puisse mettre la clé dans la serrure. Aubron se tenait sur le seuil, me regardant avec surprise. « Maman, tu es de retour. » « Oui, Aubron, ai-je dit calmement. C'est ma maison, et je suis de retour. » Il a reculé, nous laissant entrer. J'ai immédiatement remarqué les changements. Mes tableaux avaient été enlevés des murs. Les meubles avaient été réarrangés. Et des boîtes avec mes affaires se trouvaient dans le coin du salon. « Qu'est-ce qui se passe ?» ai-je demandé en montrant les boîtes. « On a décidé de rafraîchir un peu l'intérieur, » a répondu Aubron, ne s'attendant clairement pas à mon retour. Thérèse pense que la maison a besoin d'un style plus moderne. Je n'ai pas donné la permission de changer l'intérieur de ma maison, ai-je dit fermement. Et je veux que toutes mes affaires soient remises à leur place. À ce moment-là, Thérèse est sortie de la cuisine. Elle s'est figée en me voyant, puis a affiché un faux sourire. « Agathe, vous êtes de retour. On ne vous attendait pas si tôt. » « Évidemment. » J'ai fait un signe de tête vers les boîtes de mes affaires. « Eh bien, j'ai des nouvelles pour vous deux. » J'ai tendu un avis d'expulsion à Aubron. C'est une demande officielle de quitter ma maison dans les 3 jours. Aubron a pris le document, déconcerté, a parcouru le texte des yeux, puis son visage s'est tordu de colère. « C'est quoi ce bordel? Tu nous expulses? » « Oui, ai-je répondu calmement. Vous avez abusé de mon hospitalité, violé mes règles, m'avez menacé et avez tenté de prendre ma propriété. Je ne veux plus de vous dans ma maison. »« Tu ne peux pas faire ça !» s'est exclamé Aubron en jetant le document par terre. « On est ta famille. On n'a nulle part où aller. Vous auriez dû y penser avant d'essayer de me forcer à quitter ma propre maison, ai-je répondu en gardant mon sang-froid. Avant de faire venir un agent immobilier et des acheteurs potentiels sans que je le sache, avant de me menacer. Thérèse s'est approchée d'Aubron et a posé une main sur son épaule comme pour le retenir. « Agathe, parlons calmement. Je suis sûre qu'on peut trouver un compromis. » « Non, Thérèse, j'ai secoué la tête.
Il n'y aura pas de compromis. C'est ma maison. Je l'ai payée. Je l'entretiens et je veux que vous partiez tous les deux d'ici 3 jours. Auberon a fait un pas en avant, le visage tordu de rage. Tu ne réalises pas dans quoi tu t'embarques, maman. On a de gros problèmes. Les gens à qui je dois de l'argent ne rigolent pas. Ils pourraient venir ici et alors. Je suis au courant de ton problème de jeu, Auberon, les jeux interrompus. Et je suis désolée que tu sois dans cette situation. Mais ça ne te donne pas le droit de me prendre ma maison. Si tu as besoin d'aide, il y a des programmes de réhabilitation spéciaux. Il y a des groupes de soutien pour les joueurs. Il a eu l'air choqué. D'où sais-tu? Ce n'est pas important, je ne voulais pas trahir Hélène. Ce qui est important, c'est que je connais la vérité et que je ne te laisserai pas utiliser ma maison pour résoudre tes problèmes. Le visage de Thérèse a soudainement changé, laissant tomber son masque de politesse. Vous ne réalisez pas à qui vous avez affaire, Agathe. Ces gens ne reculeront devant rien. Ils peuvent nous faire du mal, mais à vous aussi. Vous me menacez, Thérèse? Ai-je demandé, sentant la colère monter en moi. Non. A-t-elle reculé? Je vous donne juste un avertissement pour votre propre bien. Mon bien, c'est ma maison et mon indépendance, ai-je répondu fermement. Et je les défendrai par tous les moyens à ma disposition. Si vous ne quittez pas la maison dans les 3 jours, j'appellerai la police. Tu n'oserais pas, a sifflé Auberon. Je suis ton fils. Oui, tu es mon fils, ai-je convenu. Et cela rend ta trahison d'autant plus douloureuse. Mais je ne te laisserai pas me manipuler avec ce fait. Tu es un adulte, Auberon, et tu dois être responsable de tes actes. Hélène, qui avait suivi notre conversation en silence, s'est approchée de moi et m'a pris par le bras. Agathe a dit tout ce qu'elle avait à dire. L'avis a été signifié. Les conditions sont claires. 3 jours, pas plus. Nous nous sommes dirigés vers l'escalier menant à l'étage où se trouvait ma chambre. Mais Auberon nous a barré le chemin. Où allez-vous? Dans ma chambre, ai-je répondu. Je veux m'assurer que toutes mes affaires sont en place. Non. Il n'a pas bougé de sa place. Vous n'y allez pas. J'ai senti mon anxiété monter. Que cache-t-il? Qu'y a-t-il dans ma chambre que je ne devrais pas voir? Auberon, c'est ma maison et ma chambre, ai-je dit, en essayant de parler calmement. J'y vais, que tu le veuilles ou non. Non, a-t-il répété, la voix tremblante de tension. Tu ne comprends pas, là-bas, il y a des gens là-bas. Des gens? Dans ma chambre. J'étais choquée. Thérèse s'est approchée de lui et lui a murmuré quelque chose à l'oreille. Auberon a secoué la tête, gardant les yeux sur moi. Non, elle doit savoir. Maman. Il a pris une profonde inspiration. On a de gros problèmes. De très gros problèmes. Les gens à qui je dois de l'argent sont venus ce matin. Ils ont pris certaines de tes affaires en garantie. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Mes affaires prises en garantie. Qu'est-ce qu'ils ont pris exactement? Ai-je demandé, redoutant déjà d'entendre la réponse. Tes bijoux, a répondu Auberon en détournant les yeux. Ceux qui étaient dans la boîte à bijoux sur ma coiffeuse. Et l'acte de propriété de la maison. C'en était trop. Mes bijoux, parmi lesquels se trouvaient des héritages familiaux transmis par ma mère. L'acte de propriété de la maison, sans lequel je ne pouvais pas prouver que j'étais propriétaire. Ce n'était plus seulement un abus de confiance. C'était un véritable crime. J'appelle la police, ai-je dit, sortant immédiatement mon téléphone. Non. Auberon a essayé de m'arracher le téléphone. Tu ne comprends pas. Ces gens sont dangereux. Si tu appelles la police, ils s'en prendront à moi. J'ai reculé, serrant fermement le téléphone. Je ne me laisserai pas intimider par toi ou par qui que ce soit d'autre dans ma propre maison. Hélène s'est interposée entre nous, me protégeant. Auberon, arrête. Tu ne fais qu'empirer les choses. Si tu tiens vraiment à ta mère, aide-la à récupérer ses affaires et ses papiers. Auberon avait l'air perdu, déchiré entre la peur des créanciers et la prise de conscience qu'il était allé trop loin. Je ne peux pas. Ils ne rendront pas les affaires tant que je n'aurai pas remboursé ce que je leur dois. Combien leur dois-tu? Ai-je demandé. Beaucoup, a-t-il répondu doucement. Plus que ce que je ne pourrai jamais rembourser. Et tu pensais résoudre ce problème en vendant ma maison? Je ne pouvais cacher l'amertume dans ma voix. Il a hoché la tête sans me regarder dans les yeux. Je ne voyais pas d'autre issue. Il y a toujours une autre issue, Auberon,
ai-je dit. Tu aurais pu chercher de l'aide professionnelle. Tu aurais pu te déclarer en faillite. Tu aurais pu être honnête avec moi sur tes problèmes au lieu d'essayer de me duper pour me prendre ma maison. J'ai composé le numéro de la police malgré les protestations d'Aubron. J'ai signalé le vol d'effets personnels et de documents, les menaces, la tentative d'escroquerie immobilière. Le standardiste m'a assuré qu'une voiture de patrouille serait sur les lieux dans 10 minutes. En attendant la police, nous sommes tous restés silencieux. Aubron était assis sur le canapé, la tête entre les mains. Thérèse faisait les 100 pas nerveusement dans la pièce, me jetant des regards furieux. Je me tenais à la fenêtre, regardant mon jardin, mes roses qui fleurissaient encore malgré la taille barbare. Je ressentais un calme étrange. Oui, j'avais perdu mon fils. Pas physiquement, mais émotionnellement, spirituellement. L'homme assis sur mon canapé n'était pas le garçon que j'avais élevé avec tant d'amour. Il avait fait son choix et devait maintenant en assumer les conséquences. Mais je ne m'étais pas perdu moi-même. Je n'avais pas perdu ma force, ma détermination, ma capacité à me battre pour ce qui m'appartenait de droit. Je suis revenue chez moi, non pas comme une vieille femme effrayée prête à céder à la pression des jeunes, mais comme une maîtresse de maison prête à défendre son territoire. 10 minutes plus tard, comme l'avait promis le standardiste, une voiture de patrouille s'est arrêtée devant ma maison. 2 policiers. Un homme grand au regard fatigué et une jeune femme à l'expression déterminée, sont entrés sur le perron et ont sonné. J'ai ouvert, me sentant étrangement soulagé par leur présence. « Madame Hébert ?» a demandé le policier plus âgé, vérifiant son carnet. « Oui, c'est moi », ai-je répondu. « Merci d'être venu si vite. » Il a hoché la tête. « Nous avons reçu votre signalement de vol et de menace. Pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé ?» Je les ai invités à entrer dans la maison, où Aubron était toujours assis sur le canapé, maintenant avec une expression de panique sur le visage. Thérèse était figée contre le mur, les bras croisés sur sa poitrine avec un regard de défi. Voici mon fils, Aubron, et sa femme, Thérèse, les ai-je présentés aux policiers. Ils séjournent chez moi depuis 1 mois, après avoir été expulsés de leur appartement pour non-paiement. Aujourd'hui, j'ai découvert que mes effets personnels et l'acte de propriété de ma maison manquaient. Aubron a avoué qu'il les avait donnés à ses créanciers à cause de dettes de jeu. Les policiers se sont regardés. Puis l'officier supérieur s'est tourné vers Aubron. « Est-ce vrai, monsieur ?» Aubron avait l'air acculé. Il m'a jeté un regard suppliant, mais je suis resté inflexible. Finalement, il a hoché la tête. « Oui, c'est vrai. Mais je ne voulais pas. J'allais tout rendre. »« À qui exactement avez-vous donné les affaires de Madame Hébert ?» a demandé la policière en sortant un carnet. « Je ne peux pas le dire », a secoué la tête Aubron. « Ce sont des gens dangereux. » « Parlons-nous du casino clandestin de la rue de la Rivière », a précisé l'officier supérieur. Aubron a sursauté. Il était clair que c'était un coup au but. « Nous connaissons cet endroit », a poursuivi le policier. « Et les gens qui le tiennent. Ils sont sur notre liste depuis un certain temps. Si vous nous aidez avec des informations, cela pourrait jouer en votre faveur. » Thérèse s'est approchée d'Aubron et a posé une main sur son épaule. « Ne dis rien. Tu n'as aucune idée de ce dont ils sont capables. Et vous n'avez aucune idée de ce dont le système judiciaire est capable, madame, a répondu calmement la policière. Recel, complicité de vol, ce sont des accusations graves. Je regardais cette scène avec un sentiment d'irréalité. Mon fils, mon Aubron, était impliqué non seulement dans le jeu, mais dans des liens avec la pègre. Comment cela avait-il pu arriver? Où avais-je fait une erreur dans son éducation? L'officier supérieur s'est tourné vers moi. « Madame Hébert, souhaitez-vous porter plainte officiellement contre votre fils et sa femme ?» C'était une question difficile. Une partie de moi voulait les punir pour tout ce qu'ils avaient fait, pour m'avoir trompé, manipulé, pour avoir tenté de me prendre ma maison. Mais l'autre partie, la partie maternelle, aimait toujours Aubron, quoi qu'il arrive. « Je veux récupérer mes affaires et mes papiers, » ai-je dit après une pause. « Et je veux qu'ils sortent de ma maison. Aujourd'hui. Quant à la plainte, j'y réfléchirai. » Les policiers ont hoché la tête. « Nous pouvons aider à l'expulsion, » a dit l'officier supérieur. « Quant à vos biens, nous allons enquêter. Il y a de fortes chances qu'ils soient encore en possession des personnes à qui votre fils doit de l'argent. » Aubron a bondi du canapé. « Non, vous ne comprenez pas. Si la police commence à enquêter, ils penseront que je les ai dénoncés. Ils s'en prendront à moi.
Vous auriez dû y penser avant de vous impliquer avec ce genre de personnes, a fait remarquer la policière. Et certainement avant de leur donner les affaires des autres. Thérèse a soudainement changé de tactique. Elle s'est approchée de moi avec un regard suppliant. Agathe, s'il vous plaît, pensez à votre fils. Il est en danger. Ces gens ne plaisantent pas. Ils pourraient lui faire du mal. À quoi pensait-il quand il a essayé de me mettre à la porte de ma maison? Ai-je demandé, ne cédant pas à sa manipulation. Quand il m'a menacé. Quand il a donné mes biens, mes héritages familiaux à des voyous. Il était désespéré, a poursuivi Thérèse. Nous l'étions tous les deux. Les dettes s'accumulaient. On nous menaçait. On ne voyait pas d'autre issue. Il y a toujours une autre issue, ai-je répondu fermement. Vous auriez pu chercher de l'aide professionnelle. Vous auriez pu vous déclarer en faillite. Vous auriez pu me parler honnêtement des problèmes. Au lieu de cela, vous avez choisi la tromperie et la trahison. Aubron s'est approché de moi, les larmes aux yeux. Maman, je suis désolée. Je sais que ce que j'ai fait est horrible. Mais je suis ton fils, ton sang. Vas-tu vraiment me laisser finir à la rue ou pire, en prison? Je l'ai regardé et je n'ai pas vu un adulte, mais un petit garçon qui avait cassé un vase et qui craignait maintenant la punition. Toute ma vie, je lui avais pardonné ses méfaits, excusé son comportement, l'avais protégé des conséquences. C'était peut-être précisément mon erreur. Aubron, ai-je dit, en essayant de garder ma voix ferme. Je t'ai toujours aimé, et je t'aimerai toujours. Mais l'amour ne signifie pas te laisser ruiner ma vie ou la tienne. Tu es un adulte, et tu dois être responsable de tes actes. Mais maman, a-t-il commencé, mais j'ai levé la main, l'arrêtant. Je ne porterai pas plainte si tu aides la police à récupérer mes affaires et mes papiers. Mais je veux que toi et Thérèse partiez de ma maison ce soir. Et je ne veux pas vous revoir tant que vous n'aurez pas admis vos erreurs et changé de comportement. Son visage s'est tordu de colère et de désespoir. Tu nous jettes à la rue. Ton propre fils. Où allons-nous aller? Vous êtes des adultes, ai-je répondu calmement. Vous trouverez un endroit où aller. Peut-être que ce sera le premier pas pour prendre la responsabilité de vos propres vies. Thérèse a commencé à faire ses valises, claquant bruyamment les portes des placards et des tiroirs. Aubron est resté là sans bouger, comme s'il ne pouvait pas croire que cela se produisait réellement. Les policiers observaient la scène avec un calme professionnel. Une policière s'est approchée de moi. Madame Hébert, êtes-vous sûre de vouloir qu'ils partent aujourd'hui? Selon la loi, vous devez leur donner un préavis de 3 jours. Je leur ai déjà donné un préavis, ai-je répondu. Mais après ce qui s'est passé, je ne me sens pas en sécurité avec eux sous le même toit. Elle a hoché la tête. Dans ce cas, nous pouvons qualifier cela d'expulsion d'urgence en raison d'une menace pour la sécurité du propriétaire. Nous resterons ici jusqu'à ce qu'ils aient emballé leurs affaires et soient partis. Les 2 heures suivantes se sont déroulées dans un silence tendu. Aubron et Thérèse ont rassemblé leurs affaires sous la surveillance des policiers. J'étais assise dans la cuisine avec Hélène, qui est restée à mes côtés tout le temps, me soutenant par sa présence. Tu fais ce qu'il faut, Agathe, a-t-elle dit en me serrant la main. C'est dur, mais nécessaire. J'ai hoché la tête, ne faisant pas confiance à ma voix. Une tempête d'émotions faisait rage en moi. Colère, ressentiment, frustration, mais aussi une profonde tristesse. Je perdais mon fils, pas physiquement, mais émotionnellement. Le fossé qui s'était creusé entre nous pourrait s'avérer insurmontable. Finalement, Aubron et Thérèse ont fini de faire leurs valises. Leurs affaires étaient emballées dans des valises et des boîtes, qu'ils ont commencé à transporter jusqu'à leur voiture. Je suis sortie pour les voir partir, ressentant le besoin de clore ce chapitre de notre vie face à face. Thérèse est passée devant moi sans dire un mot, avec une expression de fureur froide sur le visage. Aubron s'est arrêté sur le perron, me regardant avec un mélange de ressentiment, de colère, et je voulais croire, de remords. Je ne pensais pas que tu étais capable d'une telle chose, a-t-il dit doucement. Mettre ton propre fils à la rue. Et moi, je ne pensais pas que tu étais capable d'essayer de prendre la maison de ta propre mère, ai-je répondu. Apparemment, nous nous sommes tous les deux trompés l'un sur l'autre. Et maintenant? A-t-il demandé. On ne se reverra plus jamais. J'ai soupiré. Ça dépend de toi, Aubron. Quand tu seras prêt à admettre tes erreurs, à assumer la responsabilité de tes actes et à vraiment changer, ma porte sera ouverte. Mais pas avant. Il m'a regardé longuement, comme s'il cherchait une faille dans mes paroles, une occasion de manipulation.
Mais quand il n'en a pas trouvé, il a simplement hoché la tête et s'est dirigé vers la voiture où Thérèse l'attendait. Je suis restée sur le perron, les regardant s'éloigner en voiture. Une partie de moi voulait courir après eux, les arrêter, leur dire que je leur pardonnais tout, qu'ils pouvaient rester. Mais je savais que ce serait une erreur, pour eux et pour moi. Parfois, l'amour signifie poser des limites, même si ça fait mal. Les policiers se sont approchés de moi alors que la voiture d'Aubron disparaissait au coin de la rue. Nous vous contacterons dès que nous aurons des nouvelles de vos biens, a dit l'officier supérieur. En attendant, je vous recommande de changer les serrures et d'installer un système de sécurité. Je les ai remerciés pour leur aide et ils sont partis, me laissant seule avec Hélène dans ma maison désormais calme et vide. Comment te sens-tu ? A demandé Hélène quand nous sommes retournés dans le salon. Vide, ai-je répondu honnêtement. Comme si une partie de moi était partie avec eux. Mais aussi soulagée, comme si un énorme poids avait été enlevé de mes épaules. Elle a hoché la tête avec compréhension. C'est normal. Tu viens de traverser une épreuve très difficile. Donne-toi du temps pour guérir. Ce soir-là, Hélène est restée avec moi. Nous avons préparé le dîner, rangé la maison après le départ précipité d'Aubron et de Thérèse, parlé de tout et de rien. Sa présence était l'encre qui me maintenait dans la réalité, m'empêchant de sombrer dans le regret et l'auto-accusation. Avant d'aller me coucher, je suis sortie dans le jardin pour prendre l'air et rassembler mes pensées. Mes roses, malgré la taille barbare, fleurissaient encore, montrant une résilience remarquable. Je me suis dit que je pouvais suivre leur exemple, me remettre de ce qui semblait être un dommage irréparable. Les jours suivants ont été remplis de préoccupations pratiques. J'ai changé les serrures, installé le système de sécurité, remis mes affaires à leur place depuis les boîtes dans lesquelles Aubron et Thérèse les avaient mises. Lentement, la maison est redevenue mienne, confortable, paisible, remplie de chaleur et de lumière. Une semaine plus tard, un policier a appelé avec de bonnes nouvelles. Ils avaient fait une descente dans le casino clandestin et avaient retrouvé mes biens et mes documents. Aubron, il s'est avéré, avait coopéré avec la police en fournissant des informations sur les activités de l'établissement et ses propriétaires. C'était peut-être le premier pas vers sa rédemption. J'ai récupéré mes bijoux et les papiers de la maison. Certaines choses manquaient. Elles avaient probablement déjà été vendues ou données à quelqu'un d'autre. Mais les choses les plus importantes étaient de retour, et c'était l'essentiel. La vie reprenait lentement un nouveau cours. J'ai repris mon jardinage, j'ai recommencé à aller à la bibliothèque, et j'ai socialisé avec mes voisins. Madame puis venait souvent pour une tasse de thé, amenant parfois ses petits-enfants qui aimaient jouer dans mon jardin. Monsieur Perrin à la bibliothèque m'a invité à une soirée littéraire où j'ai rencontré plusieurs personnes intéressantes de mon âge. Hélène a été ma compagne constante pendant cette période. Nous faisions les courses ensemble, assistions à des événements locaux, et parfois nous nous asseyions simplement sur ma véranda en regardant le coucher de soleil et en parlant de la vie. Son soutien était inestimable, et j'ai souvent pensé que la vraie famille n'est pas nécessairement celle qui vous est liée par le sang, mais celle qui reste à vos côtés dans les moments difficiles. Il n'y avait pas de nouvelles d'Aubron. Parfois, je me demandais où il était maintenant, comment il faisait face à ses problèmes, s'il pensait à moi. Mais je n'ai pas essayé de le contacter. Il devait faire ce pas lui-même, quand il serait prêt. Un mois après leur départ, j'ai reçu une lettre d'Aubron. Pas une lettre électronique, mais une vraie lettre en papier, écrite de sa main distinctive. J'ai tenu l'enveloppe dans mes mains pendant un long moment, hésitant à l'ouvrir, craignant ce que je pourrais y trouver. De nouvelles accusations, de nouvelles manipulations, de nouvelles tentatives de culpabilisation. Finalement, j'ai rassemblé mon courage et j'ai ouvert la lettre. À l'intérieur, il y avait une feuille de papier griffonnée d'une petite écriture et une petite photo d'Aubron enfant, assis sur mes genoux. Nous sourions tous les deux à l'appareil photo. Je me suis souvenu de ce jour, son 6e anniversaire. Nous étions au parc, mangeant des glaces et riant de quelque chose d'oublié. J'ai commencé à lire. Chère maman, j'ai longtemps réfléchi avant d'écrire cette lettre. Je ne savais pas quoi dire, comment expliquer mon comportement pour lequel il n'y a pas d'excuse. Mais je dois essayer. Tout d'abord, je veux te dire que je suis désolée. Désolée pour tout ce que j'ai fait et dit, pour la douleur que je t'ai causée, pour avoir trahi ta confiance. Tu m'as tout donné, amour, soins, éducation, soutien, et je t'ai repayé avec de l'ingratitude et de l'égoïsme. Je ne cherche pas d'excuses pour mes actions, mais je veux que tu saches que j'étais vraiment désespérée. L'addiction au jeu est une maladie qui a déformé ma pensée, m'a fait voir uniquement des solutions à court terme sans penser aux conséquences ou à qui je blessais.
Après que Thérèse et moi ayons quitté ta maison, notre relation s'est effondrée. Elle n'a pas pu me pardonner mes erreurs et elle est partie. Je me suis retrouvée seule, sans argent, sans maison, sans travail. C'était la période la plus sombre de ma vie. Mais étrangement, c'est cette chute au plus bas qui m'a fait enfin réaliser où j'allais et ce que je faisais de ma vie. J'ai cherché de l'aide, j'ai commencé à assister à un groupe de joueurs anonymes, et j'ai trouvé un thérapeute spécialisé dans les addictions. Maintenant, je travaille sur moi-même chaque jour. C'est un chemin difficile avec des hauts et des bas, mais je suis déterminée à changer, à devenir une meilleure personne pour moi-même et pour ce que j'aime. Je ne te demande pas de me pardonner immédiatement ou de me laisser revenir dans ta vie. Je réalise que la confiance que j'ai brisée ne peut pas être reconstruite du jour au lendemain. Mais j'espère qu'avec le temps, pas à pas, je pourrai te prouver que ton fils, le garçon que tu as aimé, est toujours là, sous les couches d'erreurs et de mauvaises décisions. Avec amour et remords, Aubron, j'ai relu la lettre plusieurs fois, incapable de définir mes sentiments. La joie qu'il soit en vie et qu'il semble être sur la voie de la guérison. La tristesse de ce qu'il traversait. Un espoir prudent que peut-être tout n'était pas perdu. Mais je ne me suis pas précipitée pour répondre. Les mots ne sont que le début. Le vrai remords se prouve par des actes, par des changements de comportement, par des pas constants pour réparer les torts causés. J'ai décidé de donner à Aubron le temps de prouver ses intentions, et à moi-même le temps de guérir. 2 autres mois ont passé. L'été avait fait place à l'automne. Mes roses avaient fini de fleurir, mais le jardin était encore vibrant des couleurs des fleurs et des feuilles d'automne. J'étais occupée à préparer l'hiver, à tailler les plantes, à couvrir les spécimens les plus délicats, à préparer la maison pour le froid. Ma vie a pris un nouveau rythme, une nouvelle direction. J'ai commencé à faire du bénévolat à la bibliothèque locale, en tenant une heure de lecture pour les enfants chaque samedi. Je me suis inscrite à un cours d'art, dont j'avais rêvé pendant de nombreuses années, mais je n'avais jamais trouvé le temps. J'ai fait de nouvelles connaissances qui se sont progressivement transformées en amitié. Parfois, je pensais à Aubron, à la façon dont sa vie se déroulait. Il n'écrivait ni n'appelait plus, respectant mon désir de distance. Mais par des connaissances communes, j'ai appris qu'il avait trouvé un travail, loué un modeste appartement et assistait régulièrement à un groupe de soutien. C'était une bonne nouvelle, et j'étais heureuse pour lui, même si je gardais mes émotions sous contrôle. Un jour chaud d'automne, alors que je travaillais dans le jardin, Madame puis s'est approchée de moi. « Tu as de la visite, Agathe », a-t-elle dit avec un léger sourire. « Un jeune homme qui te ressemble beaucoup. » Je me suis redressée, sentant mon cœur se mettre à battre plus vite. Aubron. Elle a hoché la tête. Il attend au portail. Il a demandé s'il pouvait te parler. J'ai dit que j'allais me renseigner. J'ai enlevé mes gants de jardinage, secoué la terre de mes genoux, pris une profonde inspiration. Merci, Marthe. Je vais lui parler. Aubron se tenait au portail, se balançant nerveusement d'un pied sur l'autre. Il avait l'air différent, plus mince, avec une expression plus sérieuse, portant des vêtements simples et modestes au lieu des habituels vêtements de marque. Quand il m'a vu, son visage s'est illuminé d'un sourire incertain. « Salut, maman », a-t-il dit doucement. « On peut parler. » Je l'ai regardé, essayant de trouver dans ses yeux, dans sa posture, dans sa voix, des signes de l'ancien Aubron, manipulateur, égoïste, prêt à tout pour son propre gain. Mais je n'ai vu que de la lassitude, du remords et de l'espoir. « Entre », ai-je dit en ouvrant le portillon. « On peut parler sur la véranda. » Nous nous sommes assis dans des fauteuils en osier, une table avec un vase de fleurs d'automne entre nous. Aubron se tordait les mains nerveusement, hésitant à commencer la conversation. « Comment vas-tu » ai-je demandé, brisant le silence. « Mieux », a-t-il répondu. « Beaucoup mieux que je ne l'étais. Je travaille sur moi chaque jour. Ce n'est pas facile, mais j'essaie. » J'ai hoché la tête. « J'ai entendu dire que tu avais trouvé un travail. » « Oui. » Il a souri légèrement. « Ce n'est rien d'extraordinaire. Je travaille dans une librairie. Le salaire est modeste, mais j'aime ça. Les gens, les livres, l'atmosphère calme. C'est ce dont j'ai besoin en ce moment. » Nous avons parlé encore un peu de sa vie, de la mienne, de petites choses et de choses importantes. Je n'ai pas posé de questions sur Thérèse, et il ne l'a pas mentionnée. La conversation était décontractée, mais sous la surface, je pouvais sentir la tension des mots non dits et des sentiments non résolus. Finalement, Aubron s'est ressaisi. « Maman, je suis venue te dire que je suis désolée. Vraiment désolée. Ce que j'ai fait est impardonnable.
J'ai trahi ta confiance, j'ai essayé de t'enlever ce que tu chéris, j'ai blessé la personne qui m'a toujours aimé inconditionnellement. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes tout de suite, ou même un jour. Mais je veux que tu saches que je réalise mes erreurs et que je travaille pour ne plus jamais les répéter. Je l'ai regardé, sentant différentes émotions se battre dans mon âme. L'amour maternel, voulant tout pardonner d'un coup. La prudence, me rappelant les déceptions passées. L'espoir que les gens peuvent vraiment changer. J'apprécie tes paroles, Oberon, ai-je dit enfin. Et je crois que tu es sincère en ce moment. Mais la confiance est une chose fragile. Elle est facile à briser et très difficile à reconstruire. Il faudra du temps, beaucoup de temps, pour que nous construisions une nouvelle relation. Il a hoché la tête, des larmes brillant dans ses yeux. Je comprends. Et je suis prêt à attendre aussi longtemps qu'il le faudra. À faire de petits pas pour prouver ma sincérité, jour après jour. Nous avons parlé encore 1 heure avant qu'il ne parte, promettant d'appeler la semaine suivante. Je ne savais pas ce qu'il adviendrait de cette conversation, si elle serait le début d'une nouvelle phase de notre relation ou un épisode unique. Mais pour la première fois depuis longtemps, je ne ressentais pas d'amertume et de déception à la pensée de mon fils, mais un espoir prudent. Ce soir-là, je me suis assise sur la véranda, regardant le coucher de soleil et réfléchissant aux vicissitudes de la vie. Il y a 3 mois, je pensais avoir perdu mon fils pour toujours, que notre relation était irrémédiablement ruinée. Aujourd'hui, il y a une faible lueur d'espoir que peut-être tout n'est pas perdu. Mais même si notre relation avec Oberon n'était jamais complètement restaurée, je savais que je pouvais le supporter. Ces derniers mois m'ont beaucoup appris. Sur la force qui est en moi, la valeur de la véritable amitié, et l'importance de fixer et de maintenir des limites saines. J'ai appris à vivre pour moi-même, sans me sentir coupable ou égoïste. À prendre soin de mes besoins, à suivre mes désirs, à profiter pleinement de la vie. Ma maison est devenue un véritable sanctuaire. Un endroit où je me sentais en sécurité, heureuse et libre. Mon petit coin de paradis, gagné à la sueur de mon front, et que personne ne pourrait plus jamais me prendre. J'étais enfin chez moi.